Si vous avez le courage de me suivre jusqu'à la fin de ces mots, quelque chose en vous pourrait ne plus jamais être pareil. Ce n'est pas une promesse à la légère, ni une phrase choc pour retenir votre attention. C'est un appel direct, viscéral, qui touche le plus profond de votre conscience. Cet espace silencieux où vous vous êtes déjà demandé, lors de nuits d'insomnie ou de moments de vide, si vous vivez vraiment votre vie ou si vous ne faites que répéter un scénario écrit par d'autres. C'est là que commence la blessure. C'est là que commence la transformation. Tout dans la vie a un prix. C'est la phrase qui résonne comme un marteau sur la conscience humaine, mais la plupart font semblant de ne pas l'entendre. Le prix de la vérité, le prix de la liberté, le prix d'être soi-même. La question est simple et brutale. Êtes-vous prêt à le payer? Car le chemin de l'authenticité n'est pas pavé de fleurs et de palmiers, mais du renoncement à tout ce qui n'est pas véritablement vôtre. Il faut abandonner les voiles, les masques, les reflets déformés que la société et la famille ont placés sur vous, mais qui, parmi nous, osent traverser ce désert sans garantie. Georges Gurdjieff disait que l'homme ne se souvient pas de lui-même. Cette phrase, apparemment énigmatique, porte une blessure ouverte dans l'existence. Nous vivons comme des somnambules, répétant des schémas qui ne nous appartiennent pas, portant des croyances que nous n'avons pas choisies, agissant selon des programmations invisibles que nous avons héritées sans même les remettre en question. Ne pas se souvenir de soi, c'est vivre comme si l'on était absent de sa propre vie. Parler, travailler, aimer, souffrir, sans jamais toucher à la source réelle de son essence. Et c'est pourquoi la vie semble vide pour tant de gens, parce que ce n'est pas leur vie qu'ils vivent. Le vieux « moi » qui habite en vous est en grande partie un accumulateur de voix étrangères. C'est la professeure qui vous a dit que vous n'étiez pas assez bon. C'est le père qui a projeté ses peurs sur votre avenir. C'est la culture qui dicte ce qu'est le succès et ce qu'est l'échec. C'est la société qui établit les normes de beauté, de comportement, de statut. Et, étouffé sous tant de couches, votre vrai moi, fragile mais lumineux, reste prisonnier, criant dans une langue que vous ne comprenez presque plus. La question qui vous taraude maintenant est la suivante. Êtes-vous prêt à tuer ce vieux moi pour laisser naître le vrai? Ne vous y trompez pas. Ce processus n'a rien de romantique. Il est ardu, déchirant, presque insupportable. Car il ne s'agit pas seulement de changer des habitudes superficielles, mais d'arracher à la racine les structures internes qui ont façonné votre identité pendant des décennies. C'est se regarder dans le miroir et réaliser qu'une grande partie de ce que vous appelez « moi » n'est qu'un reflet conditionné. C'est avoir le courage d'admettre « je ne suis pas cela ». C'est marcher nu à l'intérieur de son âme, sans masque, sans bouclier, sans garantie d'applaudissement. Et c'est là que réside le piège le plus cruel. Abandonner l'ancien moi ne signifie pas devenir une autre personne, mais justement le contraire, c'est se dépouiller de tout ce qui n'est pas vous. C'est un processus alchimique, comme dirait Jung, qui consiste à transformer le plomb en or. Seulement, dans ce cas, le plomb, ce sont les peurs, les conditionnements, les croyances héritées, les ombres que vous avez préféré cacher. Et l'or, c'est votre essence authentique, cette étincelle divine qui reste intacte sous toute la saleté. Le problème, c'est que pour toucher cet or, vous devez avoir le courage d'affronter le plomb. Imaginez un instant combien de décisions dans votre vie ont été prises par peur. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez dire « non » ? Combien de fois vous êtes-vous tu pour ne pas déplaire? Combien de fois êtes-vous resté dans des endroits, des relations, des emplois, simplement parce que partir semblait trop risqué? Le prix à payer est très élevé. Chaque concession étouffe votre âme jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveilliez vide, sans reconnaître le visage dans le miroir. Le pire esclavage n'est pas physique, mais mental, celui que Gurdjieff a appelé « prison invisible ». Et si la vie que vous appelez la vôtre n'était qu'une répétition automatique des attentes des autres? Et si ce que vous défendez bec et ongles, votre travail, votre statut, vos opinions, n'étaient qu'une façade fragile qui s'effondre au moindre souffle de vent? Jusqu'à quand allez-vous vivre selon le scénario écrit par d'autres? C'est là que le cœur commence à battre plus fort,
car il n'y a pas d'échappatoire. Le dilemme est cruel, rester dans le confort de l'ancien moi, vivre une vie qui ne sera jamais pleinement la vôtre, ou plonger dans l'abîme de la transformation et renaître comme ce qui a toujours été caché. Il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas de raccourci, il n'y a que le courage ou la lâcheté. Et la lâcheté, bien qu'elle offre une vie apparemment tranquille, a pour prix le vide. Si vous osez aller de l'avant, sachez qu'il ne s'agit pas d'abandonner tout d'un coup, ni de renier la vie pratique. Il s'agit de faire le premier pas conscient, même s'il est petit, vers votre essence. Car chaque geste authentique est une fissure dans la prison. Chaque fois que vous dites non à ce qui vous étouffe, vous faites de la place pour le oui de votre âme. Chaque silence dans lequel vous écoutez votre vérité vaut mieux que 1000 cris pour plaire aux autres. La question qui reste maintenant est une plaie ouverte. Êtes-vous prêt à en payer le prix ? Êtes-vous prêt à abandonner ce vieux moi, construit d'ombres et d'attentes, pour enfin toucher votre essence? Ou choisirez-vous de rester endormi, répétant des rôles qui n'ont jamais été les vôtres, tandis que votre vie s'écoule goutte à goutte? Et la question qui résonne, laissant un silence plein de tension, est la suivante. Si vous n'êtes pas vous-même, qui vit votre vie? Avez-vous déjà remarqué que la vie murmure souvent avant de crier? De petits désagréments, des signes subtils, des sentiments étouffés que quelque chose n'est pas à sa place. Un malaise que vous essayez d'ignorer, mais qui revient sans cesse. Ce sentiment que la vie que vous menez n'est pas exactement la vôtre. Cela se manifeste peut-être dans votre regard perdu à la fin d'une journée de travail, dans le silence pendant un dîner en famille, ou même dans le vide qui surgit lorsque vous atteignez ce que vous avez tant poursuivi et que vous vous sentez pourtant insatisfait. Ces signes sont comme des coups discrets à la porte de votre âme, un appel qui demande à être entendu. Et si vous n'écoutez pas, la vie augmente le ton, jusqu'à ce que la douleur devienne impossible à ignorer. Carl Gustav Jung a appelé ce processus individuation. Le chemin par lequel l'être humain cesse peu à peu de vivre sous les masques du monde et commence à se rapprocher de qui il est vraiment. Jung disait que ce que nous refusons nous subjugue et ce que nous acceptons nous transforme. C'est comme si toute la vie était une invitation à sortir du rôle qui nous a été attribué et à entrer dans l'essence qui nous appartient. Mais accepter cette invitation demande du courage, car cela signifie descendre dans les profondeurs de son âme, où les réponses ne sont pas toujours agréables. Pensez au nombre d'histoires qui se répètent autour de vous. Des personnes qui ont travaillé pendant des décennies dans des professions qu'elles n'ont jamais aimées, simplement parce que c'était la bonne chose à faire, la sécurité, le chemin qui plaisait à leur famille. Des hommes et des femmes qui ont suivi des carrières stables, se sont bâtis une réputation mais qui, dans le silence de la nuit, ressentent une pression dans la poitrine, une question lancinante, est-ce tout? Et lorsque cette question surgit, elle est dévastatrice, car elle révèle le fossé entre ce que l'on vit et ce que l'on est. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui a passé 30 ans comme avocate. Elle avait la stabilité, le statut, un cabinet respecté. Mais en elle grandissait une ombre, la certitude que cela n'avait jamais été ce qui faisait battre son cœur. Un jour, presque par hasard, elle s'est remise à peindre, une activité qu'elle avait abandonnée depuis sa jeunesse. Ce qui avait commencé comme une échappatoire est devenu une passion dévorante. Aujourd'hui, elle vit de son art, donne des cours de peinture et dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi vivante. Elle n'a pas eu besoin de détruire toute sa vie d'un seul coup, elle n'a pas tout abandonné de manière impulsive, mais elle a eu le courage d'écouter son intuition, de faire un pas vers ce qu'elle ressentait. Ou encore le cas d'un homme qui a passé une grande partie de sa vie dans une multinationale. Un bon salaire, une routine prévisible, mais au fond, il se sentait mort à l'intérieur. Lorsque l'anxiété a commencé à ronger ses nuits, il a décidé d'affronter la vérité qu'il évitait. Il n'avait jamais voulu être là. Ce qu'il aimait, c'était cuisiner. Peu à peu, il a commencé à expérimenter, à partager ses recettes, jusqu'à ouvrir un petit restaurant de quartier. Aujourd'hui, même s'il n'a plus le luxe d'avant, il se réveille avec l'envie de vivre. Et cette différence, personne ne peut l'acheter.
Ces histoires ne sont pas des exceptions rares. Elles sont les signes d'un mouvement silencieux qui prend de plus en plus d'ampleur. Des personnes entre 40, 50 et 60 ans qui prennent conscience qu'elles ne peuvent plus vivre selon un scénario écrit par d'autres. C'est comme si, à un certain moment de la vie, l'âme se révoltait contre des décennies de concessions et exigeait d'être entendue. Et plus la personne est introspective et sensible, plus cet appel résonne comme une plaie ouverte. Mais lorsque nous pensons au changement, nous avons une tendance cruelle. Nous imaginons toujours l'extrême, le scénario apocalyptique. Nous croyons que rechercher l'essence signifie tout abandonner soudainement, quitter sa famille, son emploi, ses responsabilités. Ce n'est qu'un piège de l'esprit qui a peur du changement. La vérité est que chaque voyage commence par un petit pas, un geste, un choix conscient. C'est commencer à faire remonter à la surface ce qui a toujours été enfoui dans votre vie. Combien de fois avez-vous réprimé votre envie d'écrire? Combien de fois avez-vous rêvé d'étudier quelque chose de nouveau, mais avez-vous mis cette idée de côté parce que vous n'aviez plus le temps? Combien de fois avez-vous pensé à déménager, à cultiver un jardin, à apprendre la musique, à voyager loin? Puis vous êtes-vous convaincu qu'il était trop tard? Ces envies ne sont pas des caprices enfantins. Ce sont des signes de l'âme, des cartes subtiles indiquant où vous pourriez vous épanouir. Les ignorer, c'est étouffer votre essence jusqu'à l'oubli. Le problème, c'est que lorsque ces idées commencent à surgir, les ombres se lèvent aussi. Et elles parlent fort. Tu es fou. Qui va te soutenir? Ça ne marchera jamais. À cet âge, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ces voix ne sont pas des ennemis extérieurs, elles font partie de vous. Ce sont d'anciens conditionnements qui tentent de vous maintenir dans le connu. Mais si vous observez attentivement, vous verrez que chaque critique interne vous indique précisément la porte que vous devez ouvrir. L'ombre ne vient pas pour vous détruire, elle vient pour révéler où se trouve le blocage. C'est l'alchimie en action, transformer le plomb en or. Combien d'entre nous ont été conditionnés à croire que nous devons être utiles au système avant d'être fidèles à notre âme? Travailler pour survivre, suivre les normes, payer les factures, sauver les apparences. Et bien sûr, rien de tout cela ne doit être nié de manière irresponsable. Mais lorsque la vie se résume à cela, vous devenez un rouage. Et les rouages n'ont pas de cœur. Il faut se rappeler que vous n'êtes pas ici uniquement pour servir le monde extérieur. Vous êtes ici pour servir votre esprit. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la satisfaction personnelle, mais la santé même de l'âme. Car vivre contre sa propre essence rend malade. L'anxiété explose, la dépression s'installe, l'énergie vitale s'épuise. Combien d'hommes et de femmes d'âge mûr aujourd'hui, en 2025, sont prisonniers de médicaments, de thérapies interminables, essayant d'effacer des symptômes qui, au fond, ne sont que les signes d'une vie qui n'est pas vécue. La crise n'est pas l'ennemi, c'est l'appel, c'est la vie qui dit « Réveille-toi, tu ne peux plus repousser qui tu es vraiment ». Et la question qui reste, lancinante, est la suivante. Jusqu'à quand allez-vous continuer à repousser? Jusqu'à quand allez-vous vous cacher derrière des excuses, des peurs, des responsabilités qui, en réalité, n'ont plus de sens? Le temps n'attend pas. Chaque année qui passe sans que vous répondiez à l'appel est une couche supplémentaire de plomb sur l'or qui est en vous. Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser demain, mais vous devez commencer. Vous devez faire un pas, aussi petit soit-il, vers votre essence, car le prix à payer pour ne pas écouter cet appel est très élevé, c'est le vide. Et vivre dans le vide, au fond, ce n'est pas vivre, c'est seulement survivre. L'appel est là, maintenant. Et la question qui s'impose comme une lame silencieuse est « Aurez-vous le courage de l'entendre ?» Les ombres arrivent toujours sans demander la permission. Vous pouvez essayer de vous distraire. Vous pouvez remplir votre emploi du temps de rendez-vous. Vous pouvez vous perdre dans les séries, les réseaux sociaux ou même dans des obligations qui semblent urgentes. Mais dans le silence de la nuit, quand tout s'apaise, elles reviennent murmurer. Et dans ces murmures se cachent les vérités que vous aimeriez le moins entendre. Combien de fois avez-vous eu le sentiment que votre vie ne vous appartient pas entièrement? Combien de fois avez-vous remarqué que vous agissez par réflexe,
comme si vous étiez poussé par des forces invisibles que vous ne comprenez pas. C'est dans ce terrain inconfortable que naissent les ombres, non pas comme des ennemis, mais comme des signes de ce dont vous ne vous souvenez pas encore. Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent comme des machines mues par des forces extérieures, oubliées d'eux-mêmes. Cette affirmation peut sembler dure, mais il suffit de regarder autour de soi. Des gens qui réagissent en pilote automatique, prisonniers de leur routine, répétant les mêmes phrases, les mêmes justifications, comme si la vie n'était qu'un cycle interminable de survie. Et vous, avez-vous déjà remarqué dans quel domaine de votre vie vous vous comportez comme un rouage? Ou avez-vous l'impression de simplement répéter sans vraiment choisir? Cette prise de conscience est douloureuse, mais nécessaire, car ce n'est qu'en affrontant les ombres qu'il est possible de commencer à transformer le plomb en or. Et voici le revirement. Les ombres ne viennent pas pour vous détruire, mais pour révéler où se trouvent encore les prisons. Ce sont ces voix intérieures qui disent « Tu n'en es pas capable, tu es trop vieux pour recommencer, tu vas décevoir ta famille ». Au début, elles semblent être des attaques cruelles, mais si vous osez les écouter attentivement, vous vous rendrez compte qu'elles soulignent précisément les blocages que vous devez surmonter. La peur, la critique, le doute, tout cela constitue la carte de votre transformation. Et si, au lieu de lutter contre ces voix, vous les remerciez de révéler vos chaînes invisibles? Et si chaque ombre n'était qu'un avertissement qu'il existe un territoire intérieur qui attend d'être éclairé? Pensez-y. Ce qui vous paralyse le plus aujourd'hui peut être précisément la porte qui, une fois ouverte, libérera votre âme. La vie est sage de nous confronter à ces ombres, souvent à travers des crises inattendues, une relation qui prend fin, un emploi qui n'a plus de sens, une maladie qui expose nos faiblesses. Des situations qui semblent être des tragédies, mais qui, vues dans leur perspective, fonctionnent comme des poussées spirituelles. Combien d'entre vous ont déjà vécu un moment où tout s'est effondré et n'ont réalisé qu'après coup que cet effondrement avait ouvert la voie à un nouveau sens? Si cela vous est déjà arrivé, partagez votre expérience dans les commentaires. Elle pourrait être exactement l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour traverser sa propre nuit noire. Le problème, c'est que l'esprit insiste pour interpréter ces effondrements comme des injustices. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ces questions, bien que compréhensibles, nous enferment dans des cercles d'apitoiement sur soi-même. Mais lorsque nous changeons de perspective, l'ombre cesse d'être une ennemie et devient un maître. Elle n'est pas contre vous, elle est pour vous. La souffrance, aussi paradoxale que cela puisse paraître, devient la porte vers l'épanouissement. Et si, au lieu de fuir la douleur, vous la considériez comme un miroir, que cherche-t-elle exactement à vous révéler sur qui vous êtes? Quelles parties de votre vie ne sont pas en accord avec votre essence? Quelles relations entretenez-vous par peur? Quels choix repoussez-vous parce que vous ne croyez pas en vous? Gurdjieff enseignait que le choc conscient est nécessaire pour s'éveiller. Le choc est précisément cette rencontre brutale avec ses propres ombres, un moment où la vie ne permet plus l'anesthésie et vous oblige à regarder à l'intérieur de vous-même. Le choc n'est pas une punition, c'est une invitation. Mais rares sont ceux qui ont le courage de l'accepter. La plupart fuient, se distraient, s'occupent. Cependant, ceux qui acceptent de traverser cette douleur trouvent un trésor qui ne serait jamais révélé autrement. La vérité est que nous avons grandi en croyant que le bonheur signifie l'absence de problèmes. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Les ombres font partie du jeu, et les intégrer est le seul chemin vers la liberté. Jung disait qu'il n'y a pas d'illumination sans affronter l'obscurité. C'est la douleur qui révèle l'étendue de votre force. C'est l'effondrement qui mène à la reconstruction. L'or de votre essence ne brille que parce que vous avez décidé de regarder le plomb de votre ombre. Et si vous pouviez aujourd'hui encore choisir d'affronter l'une de ces voix qui vous tourmentent tant, si au lieu de fuir vous demandiez « Qu'essayez-vous de m'apprendre ?» Essayez de le faire. Écrivez dans les commentaires quelle ombre vous a le plus visité ces derniers temps. Anxiété, peur,
insécurité, colère, et ce qu'elle essaie de vous montrer. Ce simple fait de nommer est déjà un premier pas vers l'intégration. Ce qui nous retient, au fond, ce n'est pas l'ombre elle-même, mais l'attachement à une version de nous-mêmes qui ne nous sert plus. La vie est en mouvement, mais notre identité tente de se fixer. Nous créons des histoires sur qui nous sommes. J'ai toujours été comme ça. Je ne peux pas changer. C'est trop tard. Ces récits deviennent des cellules invisibles. Mais demandez-vous, est-ce vraiment votre vérité ou simplement une répétition hypnotique? Combien d'années comptez-vous encore passer à défendre une version qui ne reflète plus votre essence? Vous pouvez continuer à vivre en pilote automatique, comme le disait Gurdjieff, en vous oubliant vous-même, en laissant la vie se dérouler au lieu de choisir de la vivre. Ou vous pouvez accepter le choc conscient de vos ombres, embrasser la douleur comme faisant partie du voyage et entamer une véritable transformation. Et voici la dernière provocation de cette étape. Si vos ombres ne sont pas des ennemis, mais des cartes, quels secrets sur vous-même sont encore cachés dans ce que vous craignez le plus d'affronter? La douleur arrive toujours comme une intruse, mais avec le temps, nous réalisons qu'elle est aussi une messagère. Il est indéniable que c'est dans les moments de plus grande détresse que nous sommes poussés à nous replier sur nous-mêmes. C'est lorsque la vie nous arrache à notre confort, nous plonge dans le chaos et nous oblige à affronter des vérités que nous n'aurions jamais choisi de regarder de notre propre chef. La plupart des gens ne se réveillent que lorsque le sol s'effondre sous leurs pieds. Et vous savez peut-être exactement de quoi je parle. Des études récentes en psychologie indiquent que plus de 70% des personnes interrogées déclarent qu'une crise personnelle a été le tournant qui les a amenés à repenser complètement leur vie. Ce n'était pas un succès, ce n'était pas une réussite, mais plutôt une perte. La faillite d'une entreprise, la fin d'un mariage, la mort d'un être cher. C'est le paradoxe brutal de l'existence. Ce que nous craignons le plus est souvent la seule chose capable de nous rendre à nous-mêmes. Pensez à l'histoire de Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi. Au milieu de l'horreur absolue, il a découvert que ceux qui trouvaient un sens, même face à la douleur, avaient plus de chances de survivre. Frankl a écrit que « celui qui a un pourquoi peut affronter n'importe quel comment ». Cette phrase résonne parce qu'elle expose une réalité que nous essayons tous d'éviter. La vie ne nous épargne pas la douleur, mais elle nous offre la chance, à travers elle, de découvrir une force que nous ne connaîtrions jamais sans le choc de la souffrance. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où tout semblait s'effondrer, mais où vous avez ensuite réalisé que ce chaos était en fait un appel à changer de direction? Partagez ce souvenir dans les commentaires. Quelqu'un vit peut-être en ce moment même ce que vous avez vécu, et votre expérience pourrait être le phare qui lui manque pour traverser la nuit noire. Il est curieux de constater que la science confirme ce que les philosophes spirituels ont toujours dit. La douleur peut être transformatrice. Des chercheurs dans le domaine de la résilience ont découvert que beaucoup de personnes qui traversent des traumatismes graves non seulement se remettent, mais font état d'un niveau plus élevé de motivation, de spiritualité et de gratitude après avoir souffert. C'est ce qu'on appelle la croissance post-traumatique, comme si, en traversant le feu, l'âme se purifiait. Cela ne signifie pas romancer la souffrance, mais reconnaître que la vie, mystérieusement, utilise même les pertes les plus dures comme instrument d'expansion. Georges Gurdjieff affirmait que l'homme ne s'éveille qu'à travers des chocs. Il parlait du choc conscient, cet instant où la réalité se déchire et où vous êtes forcé de vous souvenir de vous-même. Le choc peut provenir d'une maladie, d'une crise financière, d'un vide existentiel. À première vue, tout semble être une punition. Mais en réalité, c'est un appel. La douleur n'est pas un accident, c'est un langage. Et si, au lieu de demander « pourquoi moi ?», vous commenciez à demander « qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» Que révèle cette situation, aussi insupportable soit-elle, à votre sujet? Quels domaines de votre vie sont en ruine parce qu'ils n'ont jamais été construits sur votre vérité? Quelles personnes sont à vos côtés uniquement parce que vous aviez peur d'être seul? Souvent, ce n'est qu'au bord du gouffre que nous reconnaissons que nous vivons trop pour plaire.
Combien d'entre nous passent des décennies à essayer de répondre aux attentes de la famille, du marché, de la société? Nous faisons des choix pour ne pas décevoir, pour être acceptés, pour paraître normaux. Mais il arrive un moment où l'âme crie. Et lorsque ce cri est ignoré, le corps tombe malade, les relations se brisent, l'anxiété prend le dessus. La douleur survient comme un ultimatum. Soit vous vous alignez sur votre essence, soit vous continuez à vous détruire lentement. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui, à 55 ans, a eu une crise cardiaque. Il s'était bâti une carrière prestigieuse, mais en se réveillant à l'hôpital, il a regardé le plafond blanc et s'est rendu compte « Je suis en train de mourir pour une vie que je n'ai jamais voulu vivre ». Ce fut le déclic. Après sa convalescence, il a abandonné la routine qui l'écrasait et s'est mis à écrire. Aujourd'hui, ses chroniques parlent de simplicité, de nature, de quotidien. Il dit souvent que son infarctus a été le plus beau cadeau de sa vie. Cela semble absurde, peut-être. Mais ceux qui ont vécu une expérience similaire savent qu'il faut parfois tout perdre pour enfin se retrouver soi-même. Et si votre crise actuelle, celle qui semble vous étouffer, n'était pas la fin mais le début d'une renaissance? Et si ce que vous appelez aujourd'hui une tragédie était en fait une chance de devenir celui que vous avez toujours été? Le fait est que la vie n'est pas tendre avec ceux qui s'obstinent à vivre à moitié. Elle arrache les masques un par un jusqu'à ce que vous vous retrouviez nu devant vous-même. Et oui, cela fait mal. Cela fait mal d'admettre qu'un mariage ne repose plus sur l'amour. Ça fait mal de réaliser que le travail qui paie vos factures vous vole aussi votre âme. Ça fait mal d'accepter que vous avez vieilli sans réaliser les rêves que vous aviez depuis votre jeunesse. Mais cette douleur est aussi le début de la liberté. Pensez à la métaphore de la chenille. Avant de devenir papillon, elle entre dans son cocon et se dissout entièrement jusqu'à presque cesser d'exister. C'est un processus qui, s'il était conscient, serait terrifiant, mais il est nécessaire. Car sans cette dissolution, il n'y aurait jamais d'elle. De la même manière, nos crises nous dissolvent pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Et maintenant, je vous mets au défi. Dans quel cocon êtes-vous prisonnier en ce moment? Qu'est-ce qui, en vous, doit se dissoudre, même si cela fait mal, pour que de nouvelles ailes puissent naître? La vérité est que nous ne pouvons pas contrôler quand la douleur arrive, mais nous pouvons choisir quoi en faire. Vous pouvez devenir prisonnier de la souffrance, ou vous pouvez lui permettre d'être le portail vers votre libération. Le silence qui suit cette réflexion est intentionnel. Parce que peut-être essayez-vous de fuir ce qui doit être regardé en face. Peut-être que votre plus grande blessure est aussi la clé de votre guérison. Alors, je vous demande, si la douleur est un maître, qu'essaie-t-elle exactement de vous enseigner à ce moment de votre vie? Il arrive un moment où toute la douleur, tout le poids des crises, toute l'ombre à laquelle nous sommes confrontés doivent céder la place à quelque chose de plus grand, la libération. Il n'est pas possible de passer toute sa vie à tourner autour des mêmes questions sans qu'un jour, la réponse commence à se dessiner sous nos yeux. Et cette réponse, bien que simple dans son essence, est exigeante. Soit vous décidez d'être fidèle à votre vérité la plus intime, soit vous restez esclave des attentes des autres. C'est à ce moment-là que les conflits se transforment en clarté. L'être humain porte en lui une étincelle qui insiste pour se manifester, même si elle est étouffée par des décennies de conditionnement. Cette étincelle est l'âme qui réclame l'authenticité. Quand nous regardons en arrière, nous voyons combien de fois nous avons dit « oui » simplement par peur de dire « non ». Nous réalisons combien de concessions nous avons faites pour sauver les apparences, pour préserver une stabilité qui en réalité était une prison. Mais en même temps, il y a quelque chose en nous qui ne se tait pas. Un appel insistant, une vibration qui nous dit que la vie doit être plus qu'une simple répétition. C'est le point de basculement où l'ancien moi commence à se dissoudre et où le vrai moi commence à émerger. Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent comme endormis, oubliés d'eux-mêmes. Mais il disait aussi que le souvenir de soi est la clé de la libération. Ce souvenir de soi n'est pas seulement un exercice mental, c'est une attitude. C'est avoir le courage de se placer au centre de sa propre vie, non par égoïsme, mais par responsabilité.
car seul celui qui se souvient de lui-même peut réellement offrir quelque chose d'authentique au monde. Seul celui qui se libère des chaînes de l'hypnose collective peut vivre en harmonie avec ce qu'il est réellement. Combien de fois avez-vous ressenti, même pour un instant, la force d'être vous-même ? Peut-être lors d'un moment de création, d'une conversation sincère, d'un geste spontané, sans masque. C'est dans ces éclairs que l'âme se manifeste. Et si ces moments devenaient le pivot de votre vie plutôt que des exceptions rares, c'est la révolution silencieuse qui commence à l'intérieur. La libération de l'ancien moi ne se fait pas d'un seul coup, mais commence dès l'instant où vous choisissez la vérité plutôt que la commodité. C'est lorsque vous cessez de rechercher la validation dans les regards extérieurs et commencez à construire un regard intérieur solide. C'est lorsque vous acceptez que l'opinion des autres ne vous regarde pas, car leur vie n'est pas la vôtre. C'est lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que vous n'êtes pas venu au monde pour cela. Le poids des attentes se dissout lorsque vous comprenez que le véritable engagement est envers votre propre essence. Cette compréhension change tout. Car lorsque vous commencez à agir en accord avec votre être le plus authentique, une nouvelle énergie s'installe. Les relations changent, car ceux qui sont à vos côtés vous voient désormais tel que vous êtes vraiment. Le travail prend un nouveau sens, car vous ne vous contentez plus d'accomplir des tâches, mais vous exprimez qui vous êtes. La vie cesse d'être une succession d'obligations et devient le terrain d'expression de votre essence. C'est à ce moment-là que l'or commence à briller. L'or de la liberté intérieure, conquis à partir de l'alchimie de la douleur. Et voici une vérité dure mais nécessaire. Personne ne fera ce mouvement à votre place. Ni votre famille, ni vos amis, ni la société. Vous seul pouvez choisir de briser le cycle de la répétition et d'ouvrir la voie à une nouvelle façon de vivre. C'est une responsabilité solitaire, mais aussi libératrice. Car dès l'instant où vous prenez les commandes, la vie commence à vous répondre. De petits signes apparaissent, des portes s'ouvrent, des rencontres significatives se produisent. C'est comme si l'univers reconnaissait « Maintenant, vous êtes prêt à être qui vous êtes vraiment ». Mais la liberté apporte également un nouveau type de défi. La nécessité de rester fidèle à soi-même face aux pressions extérieures. Il ne suffit pas de se réveiller, il faut rester éveillé. Chaque jour, les anciennes voix tenteront de vous ramener en arrière. À chaque choix, vous serez mis à l'épreuve entre suivre la foule ou suivre votre propre voie. C'est là que le souvenir de soi, dont parlait Gurdjieff, devient une pratique quotidienne. Se souvenir de soi, c'est ne pas se perdre dans le bruit du monde. C'est rester entier quand tout autour de soi appelle à la fragmentation. Maintenant, regardez en vous. Quelle partie de vous ne supporte plus de vivre en mode automatique ? Quel choix savez-vous devoir faire, mais que vous repoussez depuis des années? Qu'est-ce qui, dans votre vie, demande une libération urgente? Il ne s'agit pas de tout changer d'un seul coup, mais de faire un pas concret, aujourd'hui, vers votre vérité. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez traversé des réflexions denses, vous avez affronté vos ombres et vous avez reconnu le poids de la douleur comme un portail. Il est maintenant temps de transformer cette clarté en action, car penser ne suffit pas, réfléchir ne suffit pas. La transformation exige du mouvement. La question qui se pose alors est simple, mais inévitable. Si la vie vous offre la chance d'être libre, quelle sera votre prochaine étape? Tout ce que nous avons parcouru jusqu'ici, la douleur, les ombres, le courage de regarder à l'intérieur de soi et la libération de l'ancien moi doit maintenant se transformer en pratique. Car il ne suffit pas de comprendre intellectuellement, la vie exige l'incarnation. Le véritable éveil ne se produit pas dans les théories, mais dans les gestes quotidiens. C'est dans les détails du quotidien, dans les choix simples, dans les petits mouvements que la transformation se solidifie. Vous n'avez pas besoin d'une révolution instantanée, mais de constance, un pas après l'autre, jusqu'à ce qu'un chemin se forme. La première pratique est le souvenir de soi. Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent comme des machines, oubliées d'eux-mêmes.
et que ce n'est qu'en nous souvenant de qui nous sommes que nous commençons à vivre réellement. Mettez cela en pratique de manière simple, tout au long de votre journée, au milieu de n'importe quelle activité, en conduisant, en faisant la vaisselle, au travail ou même dans une conversation. Arrêtez-vous quelques secondes et demandez-vous: suis-je ici? Suis-je présent? Suis-je conscient de ce que je ressens en ce moment? Ce geste, bien que semblant insignifiant, a le pouvoir de rompre le pilotage automatique et de rouvrir la porte de la conscience. Essayez de le faire plusieurs fois par jour et vous remarquerez que votre énergie se réorganise. La deuxième pratique est celle de l'auto-questionnement sincère. Le scénario de votre vie ne peut pas continuer à être écrit uniquement par la peur ou la pression extérieure. Prenez donc l'habitude de noter dans un cahier des questions qui vous reconnectent à votre essence. Quels ont été les moments les plus intenses de ma semaine? Qu'est-ce qui a fait battre mon cœur? Quel choix ai-je fait uniquement pour plaire aux autres et non à moi-même? En répondant, ne recherchez ni la perfection ni la censure, mais seulement l'honnêteté. Avec le temps, ces réponses deviendront des cartes, révélant des schémas que vous n'auriez peut-être jamais remarqués. La troisième pratique est celle du premier pas concret. Combien de fois avez-vous reporté un rêve parce qu'il vous semblait trop grand? L'esprit insiste pour projeter les changements comme s'il s'agissait de sauts inaccessibles, mais la vie ne demande que le prochain pas. Si ce qui touche votre âme, c'est l'art, commencez par acheter un carnet de croquis. Si c'est la musique, accordez-vous 20 minutes par jour avec un instrument ou même avec votre propre voix. Si c'est l'écriture, réservez 15 minutes chaque matin pour coucher vos pensées sur le papier sans jugement. Ces petits gestes sont des graines. À chaque arrosage, elles germent. Le secret n'est pas dans la vitesse, mais dans la fidélité quotidienne. La quatrième pratique consiste à prendre soin de son corps, comme du temple de l'âme. Aucune transformation n'est possible si vous ignorez votre santé physique. Bien dormir, manger de manière consciente, bouger son corps ne sont pas des luxes, mais des bases spirituelles. Votre corps est le véhicule par lequel votre essence se manifeste dans le monde. Traitez-le avec respect, et vous remarquerez que votre esprit s'éclaircit également. Un corps intoxiqué et épuisé peut difficilement soutenir une conscience éveillée. La cinquième pratique est celle de l'observation sans jugement. Au lieu de lutter contre vos ombres, apprenez à les observer. Lorsque l'anxiété survient, remarquez, elle est là. Lorsque l'insécurité survient, reconnaissez « je te vois ». Ne luttez pas, ne réprimez pas, contentez-vous d'observer. Cette simple attitude affaiblit le pouvoir des voix intérieures, car vous cessez d'en être la victime et devenez l'observateur. Gurdjieff disait que l'auto-observation est le premier outil de tout travail intérieur. En la pratiquant, vous découvrez que ce ne sont pas vos pensées, mais celui qui observe les pensées. La sixième pratique est celle de la création consciente de liens. Personne ne s'éveille seul. Choisissez d'être proche de personnes qui nourrissent votre essence et non celles qui l'étouffent. Partagez votre processus. Discutez avec ceux qui comprennent. Recherchez des communautés qui vibrent dans la même quête. Un réseau de soutien peut faire la différence entre abandonner et continuer. Tout comme le fer aiguise le fer, les âmes s'éveillent les unes les autres. La septième pratique est celle de la foi dans le processus. La transformation ne se fait pas en ligne droite. Il y aura des jours d'enthousiasme et des jours d'obscurité. Il y aura des progrès et des rechutes. Mais rien de tout cela ne signifie un échec. Chaque chute fait partie du chemin. Chaque silence est aussi un apprentissage. Faites confiance au flux de la vie, car même lorsque vous ne le remarquez pas, quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Le temps de l'âme n'est pas le temps de l'horloge, et la récolte arrive toujours pour ceux qui persévèrent. Maintenant, réfléchissez avec moi. Laquelle de ces pratiques pouvez-vous commencer dès aujourd'hui? Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais aujourd'hui. Quel est le premier geste possible pour sortir du pilote automatique et vous rapprocher de qui vous êtes vraiment? Écrivez-le dans les commentaires. Votre décision peut inspirer quelqu'un qui, en ce moment même, cherche aussi la force de commencer.
Si ce contenu vous a interpellé, s'il a touché votre cœur, alors abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos expériences dans les commentaires. Votre participation n'est pas seulement un soutien à ce travail, mais aussi un témoignage vivant que la transformation est possible. Nous construisons une communauté de chercheurs qui se souviennent d'eux-mêmes, qui osent abandonner leur ancien moi et choisir une vie authentique. Et maintenant, la question que je vous pose est la suivante. Quelle sera votre première étape ?